paraît être liée indéfectiblement au présent et au passé proche, territoire de l'actualité plus qu'au futur. Mais il existe aussi, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, donc c'est un peu un rappel, une vocation anticipative et prospective des journaux qui apparaît par exemple, outre toutes les rubriques qu'on a déjà vues, dans l'horoscope, les agendas des spectacles, la rubrique météorologique et toutes les rubriques de vœux par exemple. Au-delà de ces rubriques, Roxane Panchesi a montré comment ponctuellement, dans l'entre-deux-guerres, l'inquiétude liée à l'actualité conduisait à l'émergence de thématiques d'anticipation dans la presse sur lesquelles vont se greffer des récits, nouvelles et romans. Dans ces pages, souvent développées par les hebdomadaires, Vue, Miroir du Monde, Lecture pour tous, un regard inquiet est porté sur le futur, notamment dans les années 30, à un moment d'essor des fascismes, de crise économique et de développement de la xénophobie. Cette capacité et nervosité anticipatoire des années 30 m'ont conduite à m'interroger sur le corpus ou leur corpus des romans d'anticipation. Le fait nouveau est qu'à cette période, l'appellation roman d'anticipation commence à être employée, théorisée et reconnue. Robert Brasillac lui consacre notamment quelques articles dans son feuilleton critique de l'Action française. J'ai donc constitué mon corpus, puisqu'il m'a fallu j'avais pas accès à la base, donc j'ai fait un travail de constitution du corpus. Je vais me plaindre régulièrement tout au long de cet exposé, je vais pleurnicher. J'ai donc constitué mon corpus en repérant dans la presse, alors aussi bien dans les annonces de romans feuilletons que dans les feuilletons critiques, les titres qui recevaient cette appellation entre 1929 et 1939. Grâce à cette prospection, j'ai repéré un corpus d'une 50aine de romans qui est constitué à la fois de fictions parues dans les journaux, de textes publiés en librairie et enfin de romans qui ont connu les deux supports. Il existe évidemment, je l'ai dit d'emblée, un triple biais dans cette sélection. Je ne repère que ce que l'époque elle-même identifie comme anticipation. Je dépends aussi du filtre de la numérisation de Gallica, qui n'est pas exhaustive, on le sait bien. Et ensuite, je n'ai pas retrouvé et donc pas lu absolument tous ces romans. En revanche, cette méthode pragmatique permet d'attraper, à côté de fictions bien connues, comme celle de Spitz, dont on a déjà parlé, ou de Varley, des textes peu étudiés, peut-être même jamais étudiés, et j'identifie un corpus de fictions emblématiques du genre, ou d'une sous-catégorie du genre, on pourra en discuter, dont certains traits communs apparaîtront, je l'espère, à l'issue de cette communication. Alors je vous présente rapidement, non pas tout le corpus, parce que ça serait trop long, mais un échantillon de mon corpus en 7 titres représentatifs et variés, et ce sont les 7 titres qui seront le plus mobilisés dans l'exposé, notamment pour les exemples et les citations. Donc d'abord L'Éther Alpha par Albert Bailly, qui paraît d'abord dans la revue Lecture pour tous en 1929 et puis qui est publié chez Hachette en 1929, donc à chaque fois je vous ai mis la thématique du roman. Ici, c'est un voyage dans un vaisseau sur la Lune. Léon Groc, La révolte des pierres, lui aussi roman d'abord paru en feuilleton en 1929 et qui raconte l'affrontement des hommes avec les sélénites, des pierres vivantes. Théo Varley, La grande panne, 1930, qui est paru lui aussi en roman feuilleton dans la presse en 1930. Et ce roman raconte l'histoire d'une astronaute américaine qui rapporte des poussières cosmiques qui se nourrissent d'électricité et qui vont mettre le monde, et notamment Paris, en panne. Marcel Sauvage, La fin de Paris, en 1922, roman qui raconte la révolte des statues de Paris contre les humains. Les statues s'animent et il y a une sorte de guerre civile entre les statues et les humains. Alors celui-là, j'espère que celui-là, on me dira qu'on ne l'a jamais vu. Hector Gellini et René Lehmann, Les hommes agiles, qui est un roman feuilleton qui est paru dans l'Intransigeant en 1934, qui n'a pas été repris en librairie, en Fortanie en l'an 2334. Ce roman raconte la lutte des Fortans et des néo-Fortans, des êtres transformés par les crèves. Jacques Spitz, L'agonie du globe, dont on a déjà parlé, 1935, on l'a vu, la Terre se scinde dans 2 moitiés, dont l'une porte l'ancien, l'autre le nouveau monde, et l'une des moitiés du globe finit par percuter la Lune. Et enfin, le dernier, dont on a parlé aussi, Jacques Spitz, La guerre des mouches, roman paru, j'y reviendrai, en livraison dans l'hebdomadaire Regard, en 1937. Les mouches déclarent la guerre à l'humanité. Or,
dans la plupart des romans du corpus, la presse, personnel, objet, texte est très présente. Et il peut sembler paradoxal que la mise en place de l'anticipation soit liée à la présence d'une forme par excellence d'actualité, le journal. Je risque donc l'hypothèse que l'insertion du journal est, dans l'anticipation des années 30, le signe qu'elle est moins une projection vers l'avenir qu'une réflexion assez complexe, on va le voir, sur le brouillage des temps et la distorsion temporelle. Alors, pour d'ores et déjà illustrer cette hypothèse, je mets cette communication sous le parrainage du film de René Clair, C'est arrivé demain. C'est une idée qui m'a été donnée par Pierre Bayard. Dans ce film, un reporter obtient à plusieurs reprises, de manière anticipée, le journal du lendemain. Il tire le meilleur profit de ces anticipations, jusqu'à aller aux courses, jusqu'au jour où il découvre dans le journal du lendemain l'annonce et le détail des circonstances de sa propre mort. Or, malgré tous ses efforts pour éviter le pire, il se trouve, à l'heure dite, sur les lieux de la catastrophe annoncée. Alors, je ne le raconterai pas à la fin du film, mais je dirais que ce film réunit tous les éléments de poétique que je vais aborder, la personnification par le journaliste du paradigme de l'enquête, l'anticipation minimale, la vraisemblabilisation du réel par la presse et enfin la distorsion temporelle. Donc 4 temps. Premier temps, le journal ou le paradigme de l'aventure. Alors je commencerai par traiter rapidement, en plus on en a déjà un peu parlé, de la présence obsédante du personnel de presse dans ces romans d'anticipation des années 30. On y rencontre très souvent soit des personnages secondaires de journalistes, soit même parfois des figures héroïques de reporters. Souvent, quand ce sont des personnages secondaires, ils viennent doubler, assister le personnage de scientifique dont Claire nous a déjà parlé. Le héros de la révolte des pierres, le reporter Robert Persin, mène l'enquête sur les Sélénites. Dans Les Hommes agiles, le personnage principal s'avère être le journaliste Adrien Hewitt, le narrateur de La fin de Paris qui raconte son histoire à la première personne et journaliste. Donc là, on a une concurrence avec le personnel des scientifiques. Cette fréquence du héros journaliste éclaire sur la contiguïté de ce corpus d'anticipation avec le corpus des romans populaires d'aventure. On a déjà parlé de cette contiguïté. Comme l'a montré Mélodie Simard-Houd, le reporter a acquis sa spécificité comme personnage de fiction avec l'essor des imaginaires du progrès technique, de la nation et de la démocratie républicaine. Il a émergé comme personnage secondaire du roman feuilleton, puis il est devenu une figure centrale dans plusieurs séries romanesques, Rouletabille, Fantomas, Malabar, des années 1900 à 1930. Une partie du corpus d'anticipation, dans les années 30, peine encore à s'autonomiser face à d'autres formes de grande diffusion. Et donc, par exemple, emblématiquement, Léon Groc, l'auteur de La révolte des pierres, écrit aussi bien des romans historiques, des romans concours, des romans policiers, que des romans d'anticipation, au point que certains contemporains parlent à son sujet d'une littérature mixte. Je cite: le roman de Monsieur Léon Groc, La révolte des pierres, est, si j'ose dire, mixte. C'est d'abord un roman d'anticipation, car il n'est pas encore, que je sache, venu sur Terre d'habitants de la Lune ou Sélénites. C'est aussi un roman policier. Ces Sélénites, que l'on peut maîtriser en les enfermant dans un tuyau de plomb, ont des complices sur Terre. Ceux-ci vont être pourchassés par un journaliste qui doit, à ses moments perdus, comme Monsieur Léon Groc, écrire des romans d'aventure. Effectivement, ces romans du reporter sont écrits par des journalistes et sont prépubliés le plus souvent dans les colonnes du journal. C'est une peut-être des dernières manifestations collectives de ces figures doubles, écrivains journalistes, qui ont caractérisé le XIXe siècle. Bon, je n'insiste pas plus longtemps parce que ce n'est pas mon propos principal. Deuxième temps, c'est arrivé demain. Alors, je vous laisse à chaque fois profiter de l'épigraphe qui est là pour illustrer mon propos. Commençons par une petite réflexion. L'interprétation des romans d'anticipation donne lieu à de curieux phénomènes temporels spécifiquement liés à leur réception. Nous avons tendance à considérer les fictions anticipatoires comme réussies si elles sont confirmées. Cet effet de réception me semble particulièrement patent pour ces fictions des années 30 qui interviennent juste avant la Seconde Guerre mondiale.
Que penser, par exemple, de cet extrait d'une nouvelle de Wells, paru dans Marianne en 1934 ? Un personnage de 1933 découvre un journal daté de 1973 et il tente d'interpréter une énigmatique photographie. Je lis. Au premier plan, il y avait 4 hommes, masqués, en uniforme kaki. Ils s'appliquaient à faire fonctionner une petite machine montée sur roue avec un tube qui envoyait un jet vers la gauche, là où le morceau était déchiré. Brownlow me dit qu'il pensait qu'ils étaient en train de gazer des hommes dans une hutte. C'est-à-dire que nous avons tendance, je crois, enfin j'avais des tas de citations, mais je laisse celle-là qui me paraît assez parlante, à faire spécialement devant ces corpus des années 30 une lecture à la Pierre Bayard, je renvoie à son ouvrage « Le Titanic fera naufrage », de vérification du futur par la fiction. Cet effet de validation de la fiction par l'histoire est peut-être encore accentué par le lecteur de 2017, à qui l'on répète que les années 30 sont aujourd'hui de retour. C'est-à-dire que ces fictions d'anticipation peuvent être pour nous aujourd'hui à la fois des validations du passé et des annonces effrayantes d'un avenir apocalyptique. Je pourrais aujourd'hui ajouter d'ailleurs, non pas c'est arrivé demain, mais c'est arrivé dimanche. Leur caractère absolument fascinant, le caractère absolument fascinant de ce corpus tient, me semble-t-il, en grande partie à ces effets de réception qu'on ne peut pas absolument gommer dans les études littéraires. Or, ces effets de lecture, qui sont bien sûr tout à fait recevables, ne doivent pas gommer que ces fictions d'anticipation sont surtout des fictions d'actualité. Je reviens sur un peu le même raisonnement que d'autres à cette table. Les écrivains de l'époque ont peut-être moins envie de décrire le futur que de dénoncer leur présent, empruntant ainsi un des plus vieux ressorts du récit d'anticipation. Albin Michel, par exemple, justifie son refus de publier L'agonie du globe de Spitz en soulignant qu'on n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un roman d'anticipation et il dit qu'il s'agit plutôt de, je cite la lettre de refus, de l'histoire de nos temps actuels. L'anticipation au sens chronologique est en fait très souvent minimale dans ce corpus. Là encore, je retrouve une des conclusions données par Claire. Ce que dit Brasillade de Jacques Spitz, ces livres se passent à notre époque, nous n'y sommes pas dépaysés par une foule d'inventions bizarres, c'est dans le monde contemporain qu'arrive une catastrophe unique, pourrait être généralisée à une grande partie de ces romans d'anticipation. 11 ans, par exemple, sépare le moment de publication de L'agonie du globe du début de la diégèse. L'examen d'autres titres et sous-titres du corpus confirme ce sentiment de contemporanéité. Un roman, même Colère sur Paris, de Pierre Dominique, porte le sous-titre « Roman de demain matin ». On est généralement, risquons le néologisme, dans de la proto-anticipation, comme on dit, de la proto-science-fiction. La plupart de ces écrivains ne considèrent pas que l'anticipation suppose un bond énorme dans le temps, quelques mois, quelques années suffisent, ni la création d'un monde nouveau, mais la plupart du temps, leurs intrigues reposent sur une nouveauté scientifique, l'arrivée des sélénites, la mutation des mouches, la scission du globe, qui risque de modifier le monde présent. Mais ils ne véhiculent plus que rarement l'idée d'imaginaire d'autres mondes en soi pour eux-mêmes. Et ceci, alors même que ce type de fiction était très fréquent dans les années antérieures. J'avais fait la même prospection dans un premier temps pour les années 20, et dans les années 20, on avait plein de mondes imaginaires, ça disparaît relativement dans les années 30. Même la cité des asphyxiés de Messac reste arrimée au monde contemporain par la correspondance qui relie Sylvain Le Cateau à Belle Sims. Dans ce cadre, le journal est là à double titre. D'abord parce qu'objet daté et datant, il renseigne sur le faible écart temporel qui sépare le moment de la publication de la catastrophe. Mais surtout parce qu'il est, pratiquement dans tous ses romans, le prisme d'une satire d'actualité. Dans Regard, l'hebdomadaire communiste, c'est donc le roman qui, grâce à des chronosèmes politiques, répond aux diatribes de Gringoire, l'hebdomadaire d'extrême droite. Il y a très peu de satire dans les hebdomadaires littéraires de gauche, sauf dans la fiction, alors que on sait bien que Gringoire ou Candide, par exemple, font fonctionner leur rhétorique sur de la satire d'actualité.
Alors je cite par exemple un extrait de La guerre des mouches. Toutefois, pour commencer, le gouvernement hitlérien, prétendant à tort ou à raison que les Juifs, par leur odeur, attiraient les mouches, déclencha un vaste pogrom qui purgea définitivement la terre des enfants d'Israël. Et ce n'est que lorsqu'ils furent assurés qu'ils ne défendraient plus que la race aryenne, que les bataillons de chemises brunes partirent allègrement au pas de loi pour la croisade contre les mouches. Ils avaient l'habitude de défiler avec des torches, ils allaient savoir s'en servir comme arme. Souvent dans ces fictions, la satire porte sur la presse elle-même. Le journal devient un prétexte pour décrire une dérive plus fondamentale de la société et du politique. Se moquer du journal, c'est se moquer de la société corrompue et vénale comme lui. Donc tous ces romans s'offusquent des dérives de la presse patentes effectivement dans les années 30 et dénoncent à qui mieux le sensationnalisme, la vénalité, la fausse nouvelle, la vacuité de l'information, sa partialité, son inanité, le bruit qu'elle produit. Ce peut être fait sur le registre métaphorique, dans les rares cas où on est vraiment dans une autre société. Par exemple, dans La Cité des Asphyxiés, l'information est constituée de nuages analgésiques qui emplissent les poumons des héros, les habitants, et obnubilent leur cervelle. Dans les romans d'anticipation d'actualité, forme, on l'a compris, de loin la plus répandue, le récit a recours à des clés. Le polémiste de droite Clément Vautel est pastiché sous le nom Clémentel Vaux, par exemple dans La Grande Panne, Paul Valéry sous le nom de Pi Valérole dans L'agonie du globe. Donc si ces romans anticipent quelque chose, c'est la nécessité d'une refonte de la presse française qui n'aura lieu qu'en 1944. Troisième temps, le reportage antidaté. On vient de le voir, ces romans d'anticipation se déploient en général dans un horizon proche où surgit l'inattendu. Ils sont futuristes dans la mesure où ils évoquent un événement qui pourrait avoir lieu, un novum. Voici comment Théo Varlet théorise le roman d'anticipation. Le roman d'anticipation, ou pour mieux dire d'imagination scientifique, comporte en général un fait nouveau ou un ordre des faits qui viennent changer la face du monde et les conditions d'existence d'un groupe plus ou moins important d'hommes. Pour présenter ce fait nouveau comme réalisé, le meilleur moyen consiste à situer le point de départ dans la réalité la plus incontestable, à prendre son héros en manche de chemise, pour entraîner le lecteur insensiblement de la zone des faits avérés dans celle de l'extrapolation. On comprend alors pourquoi le roman d'anticipation sollicite le journal pour manifester intradigétiquement la survenue de l'incongru. On comprend aussi pourquoi ce sont les titres les plus familiers, Le Matin, Le Figaro, qui sont mis en scène. Ce roman d'anticipation n'invente plus de nouveaux médias, comme l'avait fait la génération des Verne et des Robida. Fini les téléphonoscopes et les téléphotes, qui étaient pourtant très fréquents dans les romans des années 20. Je pense à La fin d'Ia de José Moselli ou aux Hommes frénétiques de Perrochon. Ici, l'invraisemblable arrive par la bonne vieille feuille papier, bien familière des années 30. Le passage par le médium d'information courant vraisemblabilise l'extrapolation. Il suffit d'ailleurs de rappeler ce fameux canular d'octobre 38 aux États-Unis, la transmission radiophonique d'une pièce fantastique tirée d'un roman d'anticipation de Wells, La guerre des mondes, présenté par un grand poste de TSF, relié par de nombreuses stations locales, avait créé une véritable panique. Le sujet de la pièce était l'arrivée sur Terre venant de la planète Mars de monstres utilisant des appareils volants ressemblant à des météores et qui se seraient abattus sur l'État du New Jersey. Malgré les avertissements de fictionnalité, les auditeurs affolés se seraient précipités vers les journaux et les postes de police. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quelques années, la même chose est arrivée en Belgique, lorsque la télévision belge avait diffusé l'annonce de la scission de la Belgique. On avait eu aussi des interventions affolées d'habitants, et pourtant il y avait bien une bande qui disait « ceci est une fiction ». Au sujet des romans d'anticipation, les critiques de l'époque soulignent immédiatement qu'une partie de leur réussite vient de l'interpolation d'articles de journaux dans le récit. Ainsi, un critique écrit à propos de La Grande Panne de Théo Varlet. Voilà. Nous sommes oppressés par l'atmosphère inquiétante que Théo Varlet a su si parfaitement créer, d'autant plus parfaitement et vraisemblablement que nous lisons des interviews, des notes d'expérience, des articles de journaux rédigés dans un style scientifique et concret et vrai.
En fait, c'est un trait poétique partagé par la plupart de ces récits. Dans la Grande Panne, dans la fin de Paris, dans l'agonie du globe, dans la guerre des mouches, la progression de la catastrophe est scandée par l'insertion d'articles de journaux de genres variés, reportages, articles de fond, entrefilés, faits divers, si bien que le récit de la catastrophe est comme accompagné de sa revue de presse. Certes, le procédé existe depuis longtemps, et Balzac l'avait déjà expérimenté dans l'Illusion perdue, mais il est patent ici qu'il s'agit d'un dispositif utilisé pour diminuer l'impression de fictivité des faits décrits. Par un jeu de manchettes, en lettres capitales et d'italiques, ces articles sont isolés dans une mise en page qui ne va pas jusqu'à l'insertion mimétique d'articles de presse sur le principe du collage, principe d'hétérogénéité, mais qui pratique plutôt une poétique du fondu. Pourtant, pour la guerre des mouches, la confusion et l'hybridation est recherchée sur un mode canularesque, proche de celui de Wells, un peu inquiétant, comme le montre la campagne publicitaire réalisée sur le roman dans plusieurs journaux comme Le Populaire ou l'Humanité. Alors cette campagne publicitaire, vous la trouvez là-haut, en page 3. Vous avez un petit articulé qui s'intitule « Un fléau redoutable nous menace ». Alors je vous ai agrandi l'article. Un fléau redoutable nous menace. La pullulation des mouches dans la haute vallée du Mékong, dont nous avons rendu compte dans nos dernières éditions d'hier, prend des proportions nettement anormales. Une équipe sanitaire de la Croix-Rouge indochinoise a quitté Saïgon pour se rendre dans les régions atteintes où règne le typhus. De Hanoï, on signale également que certains villages proches de la frontière du Yunnan ont dû être évacués devant l'invasion ailée. Bon, et ça continue. Alors, vous voyez que l'article emprunte au début absolument la rhétorique journalistique, même si un lecteur attentif pourra sans doute s'étonner que ce ton catastrophiste soit utilisé pour une brève de la page 3. En même temps, c'est aussi un extrait du roman. Le roman est rédigé ainsi. Le changement de système temporel, un peu plus loin dans la citation, le passage du passé composé au passé simple, montre la conversion aux conventions de la fiction. Puis le passage au futur renvoie à la rhétorique publicitaire. Tous ces romans démarrent donc très souvent par la lecture d'un journal ou par une salle de rédaction. Et si le récit démarre autrement, le journal rapidement vient attester de la nouvelle incroyable qui vient d'arriver. Un personnage de la nouvelle Le Nez de Cléopâtre de Spitz refuse de croire que la mer Méditerranée se soit évaporée, à moins de le lire, je cite, sur le journal, qu'à cela ne tienne, je cite, or déjà paraissait Le Petit Marseillais, édition spéciale, révolution dans l'empire des mers, cataclysme sans précédent. Donc si à un pôle du corpus figurent des romans d'aventure, mais mus plutôt par la poétique de l'enquête, à l'autre pôle on trouve des romans interpolés par des articles de presse et qui finissent généralement eux-mêmes par emprunter globalement la rhétorique informative qui se met en place à cette époque. Il s'agit là d'un objectif tout à fait conscient, comme le montre la campagne de réclame diffusée pour l'agonie du globe de Spitz, campagne reprise dans plusieurs journaux. Et on sait que très souvent, les auteurs participaient à la rédaction de ces petites réclames. L'agonie du globe est écrit par un pince sans rire dans le style des journaux d'information. Et c'est repris dans plusieurs journaux. Du coup, Brasillac résume bien le phénomène lorsqu'il écrit « L'agonie du globe est le plus parfait des pastiches du journalisme. Tout y est traduit avec les poncifs, avec les phrases, avec les tics, avec les inventions des journaux d'information. Cela est d'une ironie à froid tout à fait supérieure. En même temps, c'est, j'en suis persuadée, ce qui donne au livre son curieux pouvoir de crédibilité. C'est par les journaux d'information que la plupart des gens apprennent ce qui se passe. » À propos de Colère sur Paris, un journaliste du Figaro utilise une expression qui pourrait s'appliquer à une partie du corpus. Je cite, « Plutôt qu'à un roman d'anticipation, ce livre ressemble à un reportage antidaté. » Dernier temps, distorsion temporelle et médiatique. Alors je vous laisse quand même profiter, je ne donnerai l'explication qu'à la fin, de la petite phrase « Pompidou dis-je, où allait-il ditérer ses mots de passe ?» Marcel Sauvage, La fin de Paris, 1932. Ces romans, s'ils n'anticipent pas beaucoup, en tout cas chronologiquement, sont obsédés par le temps. Leurs instruments de mesure sont d'une exhaustivité et ou d'une précision un peu déconcertante, comme le montre par exemple ce chronomètre indiquant les heures, les jours, les mois, les années. De même, ces fourmillements de petites phrases sibyllines et profondes qui disent le grand mystère du temps pullulent dans ces livres. Alors, je vous ai mis quelques extraits. Le temps éteindra vos rayons. Le temps est le maître. Le temps n'existe pas. Les temps sont révolus, etc.
Surtout, ces récits se caractérisent par des phénomènes temporels qui ne peuvent que déconcerter. Ici, les horloges se détraquent et sonnent 14 heures à midi. Ailleurs, les pendules tournent à rebours et à vitesse différente. Si les pendules, les montres, les chronomètres paraissent être des témoins privilégiés de ces phénomènes temporels, le journal n'est évidemment pas en reste et il témoigne assez efficacement de la non-adéquation des temps. Rappelons déjà que, dans son fonctionnement normal, le journal n'est pas qu'un simple instrument de datation. Il permet, comme tout média, de plier le temps. Emblématique est ainsi cette scène dans La Grande Panne où le personnage principal rencontre l'astronaute Aurore Lescure, dont il a suivi tous les exploits dans la presse. Par les médias, il la connaît depuis des mois. Et déjà amoureux, il lui fait part de cette familiarité. Mais elle lui répond sèchement qu'elle ne le connaît que depuis une heure. Et quand le journal, instrument de stabilité du social, commence à dysfonctionner, c'est le monde entier qui vacille inexorablement. L'exemple le plus emblématique de ce phénomène se trouve dans la nouvelle de Wells, dont je parlais tout à l'heure, publiée dans Marianne en 1934, intitulée « L'étrange aventure de M. Brunelot ». M. Brunelot rentre chez lui, on est en 1933, il y trouve son journal, qui curieusement ne s'appelle plus l'Evening Standard, mais l'Even Stand. Il se plonge dans la lecture de ce périodique. Je cite, « Il vit bientôt qu'il était en train de parcourir un véritable journal du soir qui traitait, à ce qu'il pouvait se rendre compte au premier abord, des affaires d'un autre monde. Il eut un moment l'impression que lui et son fauteuil et son petit salon flottaient dans l'espace. Et puis, tout lui parut redevenir ferme et solide. Cette chose, dans ses mains, c'était indiscutablement un journal imprimé. » Alors je passe, et j'arrive à l'explication, un début d'explication, c'est alors qu'il vit la date 10 novembre 1973. Donc le héros reçoit par anticipation le journal de 40 ans plus tard. La nouvelle est tout entière focalisée sur cette anomalie médiatique. Comme dans le film de René Clair, le novum de cette nouvelle est donc lié à un dysfonctionnement médiatique. Plus généralement et moins démonstrativement, le dysfonctionnement du journal dans les fictions du corpus accompagne plutôt qu'il n'est le novum qui est à l'origine de la fiction. Et il sert à souligner que l'on est entré dans une période de trouble où tout est possible. Tout citoyen sait bien que la rupture de la périodicité du journal n'advient qu'en cas de cataclysme majeur, guerre ou révolution. Or, dans nos récits, le journal dysfonctionne en permanence. Par exemple, dans La Grande Panne de Théo Varlet, suite aux difficultés d'approvisionnement électrique, les journaux paraissent en retard et apportent donc, c'est un comble, je cite, des actualités périmées. Tout aussi inquiétant est le moment où le journal, comme une prophétie forcément juste, puisque c'est un journal, annonce soit la disparition de l'humanité, c'est le cas dans l'Agonie du globe, demain l'humanité disparaît, soit la sienne propre. C'est le cas dans La Grande Panne, ce qui symboliquement revient au même. Le journal meurt, c'est l'humanité qui meurt. Dans ce cadre, la reparution du journal signe le retour à la normalité. Je cite l'Agonie du globe, « Non, l'humanité ne voulait pas mourir » et bientôt les journaux reparurent. Parfois, car beaucoup de ces fictions sont ironiques, le maniement de l'archive médiatique est plus jubilatoire ou poétique que véritablement angoissante. Ainsi, de cette toute petite nouvelle anecdotique relevée dans les colonnes d'un journal au début de l'Agonie du globe. Je cite, « Si l'on s'attache au côté anecdotique des événements de ce jour, on peut retenir, donc en lisant le journal, que l'on donnait au théâtre du Châtelet la dernière représentation du Tour du Monde en 80 jours, lequel devait quitter irrémédiablement l'affiche pour cause de réparation, rénovation et modernisation de cette scène municipale. » Alors tout est drôle dans ce passage est à double sens. D'abord cette anecdote qui renvoie le roman à son double intertexte, le journal d'une part et Verne de l'autre. Ensuite, par l'intermédiaire de la pièce, l'anecdote fait allusion à une circonvolution, le tour du monde, qui évidemment ne sera bientôt plus possible, puisque le monde va être divisé en deux. Enfin, elle compare le globe à une scène municipale, ce qui crée finalement un effet burlesque. Le journal est aussi à la source de trouvailles poétiques, proches du surréalisme, dont d'ailleurs certains de ses auteurs sont familiers. Je cite l'Agonie du globe, on pouvait lire son journal à la lueur réfléchie par le Far West.
Ici, il s'agit autant d'une distorsion spatiale que temporelle qui est à la source de la poésie. Mais l'exemple suivant lie bien le journal à une distorsion médiatico-temporelle, puisque le narrateur-reporter, dans La fin de Paris, se voit directement renseigné par la statue de Théophraste Renaudot. Ce qui finalement est bien curieux dans un roman d'anticipation. Il obtient tous ses scoops par l'inventeur du journal. Donc, je vous laisse lire la citation. Enfin, je dois parler, puisqu'il s'agit de moi, de l'intervention confraternelle et si chaleureuse à mon égard du premier journaliste français, père de la presse moderne, Théophraste Renaudot, ci-devant, établi rue de Lutèce. La fin de Paris est sans doute le roman qui réussit à monter la distorsion temporelle par la presse à son plus haut niveau. Le roman de 1932 a été réédité en 1983 et Marcel Sauvage s'est employé à actualiser les noms propres et les noms de journaux. On voit donc, par exemple, curieuse anachronie, surgir dès 1932 le Parisien libéré dans la nouvelle édition, et Pompidou du coup aussi. Donc pour conclure, la forte présence des journaux et journalistes dans les romans d'anticipation des années 30 n'est pas fortuite. Il témoigne d'abord de la proximité et de l'autonomisation au cours de ce genre par rapport à celui du roman d'aventure en général. Il permet de signaler le roman d'actualité qui se dessine sous le roman d'anticipation et de vraisemblabiliser la fiction en recourant à une poétique d'information qui est à l'époque en voie de dissociation de la poétique littéraire. Enfin et surtout, ils permettent de mettre en place toutes sortes de distorsions médiatico-temporelles qui accompagnent le novum quand elles ne constituent pas son substrat même. Merci.